La chanson a toujours été l'une des formes de protestation les plus puissantes. C'est une façon d'exprimer de vrais sentiments par l'art. Et sur le plan politique, la musique a toujours eu le pouvoir d'exprimer ce que des milliers, voire des millions de personnes pensent. Vladimir Poutine a eu un aperçu clair de ce que pensent beaucoup de gens dans son pays. Saint-Pétersbourg a récemment connu des protestations, des centaines de personnes chantant une chanson pour que Poutine les entende. Le président russe est désormais paranoïaque. Poutine est terrifié à l'idée qu'un coup d'État soit imminent, car il voit son emprise sur le peuple russe s'effriter. Le 15 octobre, le Télégraphe a rapporté que des centaines de jeunes Russes se sont réunis à Saint-Pétersbourg pour manifester contre Poutine et ses alliés du Kremlin. Ces manifestants avaient un message très précis, exprimé à travers la chanson qu'ils ont choisie. Il est temps que Poutine soit remplacé pour qu'un nouveau dirigeant oriente la Russie différemment. La manifestation a marqué l'une des rares occasions où une contestation publique a eu lieu dans une grande ville russe, ce qui montre à quel point les manifestants étaient sérieux. Ils vivent à quoi dans un pays où critiquer Poutine expose désormais à de lourdes sanctions. Ils se sont rassemblés en masse avec des musiciens de rue le 14 octobre pour protester contre la loi qui pourrait les punir tous. La nouvelle loi de censure stricte en Russie considère presque tout contenu anti-guerre comme extrémiste. Nous reparlerons de cette loi plus tard. Concentrons-nous d'abord sur la chanson qui a transmis le message des manifestants. À première vue, les paroles scandées à l'unisson par la foule peuvent sembler confuses. Où étiez-vous pendant 8 ans? Espèce de monstre! Je veux voir du ballet, laissez danser les cygnes, chanter la foule. Laissez votre grand-père trembler d'excitation. Pour le lac des cygnes, la chanson. Le lac des cygnes coopératif a été écrite par le rappeur pro-ukrainien Noïz Maître de cérémonie, pour de nombreux Russes, selon le Télégraphe. Cette chanson est devenue l'hymne des jeunes et libéraux que Poutine tente de mobiliser pour les envoyer mourir en Ukraine. Noïz Maître de cérémonie illustre parfaitement la répression artistique en Russie, et cela pour une bonne raison. Le chanteur, dont le vrai nom est Ivan Alexeyev, a été l'un des premiers à exprimer sa dissidence face à la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Sachant qu'il serait puni pour cela, Alexeyev s'est enfui en Lituanie, où il a continué à enregistrer de la musique, exprimant son dégoût pour Poutine et son pays, à cause de ses actions en Ukraine. Bien sûr, le Kremlin n'a pas pris tout cela sans réagir. Il a qualifié Alexeyev d'agent étranger, suggérant qu'il sera puni s'il ose remettre les pieds sur le territoire russe tant que Poutine est encore au pouvoir. En cas de doute, il suffit de voir un incident survenu en mars cette année. Pour savoir ce que l'establishment russe pense de Noïz Maître de cérémonie le 7 mars, un gang pro-russe a incendié la porte d'un appartement censé appartenir à Alexeyev. Le gang espérait peut-être piéger le chanteur s'il revenait en Russie, ou simplement endommager un bien de Noïz, maître de cérémonie. Il est clair que cette attaque était délibérée, non un vandalisme aléatoire. Un message sur le mur près de la porte était adressé à Alexeyev. Salutations à l'ennemi et traître Vania Noïz, maître de cérémonie de la part du pianiste. Ce gang russe a déjà visé des musiciens. Une semaine avant l'attaque de la propriété de Noïz, maître de cérémonie, le gang avait aussi incendié la porte de l'appartement. Le Verbet 2. Un autre artiste désigné agent étranger par la Russie a aussi reçu un message similaire. Voici comment sont traités les artistes opposés à Poutine en Russie, ce qui a provoqué la manifestation du 14 octobre à Saint-Pétersbourg. Selon le Kremlin, l'objectif est de faire taire toute dissidence. Si les Russes n'entendent aucune voix dissidente, ils suivront plus facilement les politiques de Poutine. En Russie, la répression des opinions opposées, par des gangs ou le Kremlin, devient de plus en plus courante. Même Poutine n'a pu empêcher les foules de protester avec la chanson de Noïz Maître de cérémonie. Le dirigeant russe ne peut même pas espérer que la protestation reste confinée à une seule ville et ignorée ailleurs en Russie. Il existe des images, et elles montrent une foule prête à se lever et à se battre pour ce en quoi elle croit. Telewizja Polska World a partagé une vidéo de 2 minutes montrant des dizaines de personnes réunies au centre de Saint-Pétersbourg. Ce sont des personnes qui ne veulent pas seulement que leur voix soit entendue, elles veulent aussi que leur visage soit vu. On voit peu de masques dans la foule, révélant un manque de crainte face aux possibles représailles du Kremlin. La foule saute en chantant, et on peut voir des gens enregistrer tout l'événement avec leur téléphone. La répression de cette manifestation n'est pas une option pour Poutine. Ces images circulent déjà à la fois dans le monde entier et en Russie. Telewizja Polska World indique que la Russie n'a pas pu empêcher la diffusion des messages de Noïz Maître de cérémonie. Son œuvre est interdite sur toutes les plateformes contrôlées par la Russie,
Mais cela n'a pas empêché les jeunes Russes, férus de technologie, d'y accéder en utilisant des réseaux privés virtuels, ou VPN, selon la chaîne. Les Russes peuvent toujours trouver la musique que Poutine ne veut pas qu'ils entendent sur YouTube, et c'est exactement ce qu'ils font par millions. La chaîne YouTube de Noise, maître de cérémonie, l'illustre, avec plusieurs clips ayant chacun des millions de vues. Beaucoup de ces vues proviennent de l'intérieur de la Russie, peu importe à quel point Poutine essaie de l'empêcher. Et la musique semble inspirer un soulèvement. Concentrons-nous un instant sur le lac des cygnes coopératifs. La chanson choisie par les manifestants a des paroles étranges pour ceux qui ignorent un aspect précis de la culture russe. Mais ces paroles ont un sens, tout comme l'utilisation du ballet. Le lac des cygnes, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, le lac des cygnes est associé aux bouleversements sociaux en Russie. Sky History révèle pourquoi. Une étrange politique de l'époque soviétique apporte la réponse. En 1982, 1984 et 1985, Sky History signale la mort de plusieurs dirigeants soviétiques. Pour détourner la population de ces décès et éviter les troubles politiques, les chaînes de télévision d'État russes diffusaient en boucle le lac des cygnes. L'objectif était de distraire et d'apaiser, mais le lac des cygnes est finalement lié aux périodes de troubles et de mécontentement en Russie. En 1991, le lac des cygnes repassait en boucle. Le ballet a été diffusé à cause des troubles liés à la signature prochaine du nouveau traité d'union par la Russie. Ce traité décentraliserait le pouvoir russe, rendant la société plus ouverte et transparente. C'était la théorie, mais de nombreux hauts dirigeants russes n'appréciaient pas cela. Le 19 août, Gennady Yanayev, vice-président de l'Union soviétique, s'est allié à 7 conspirateurs pour emprisonner Mikhaïl Gorbatchev, président soviétique à l'origine du nouveau traité d'union. Le lac des cygnes a été diffusé pour détourner l'attention de la tentative de coup d'État, et c'est cet événement qui a fait du lac des cygnes un symbole d'espoir, dans le pouvoir du bouleversement social pour les masses russes. Lorsque le ballet était diffusé, le peuple russe, conditionné par ces diffusions passées, savait que des troubles étaient en l'air. Le coup d'État soviétique a échoué après 3 jours, et le lac des cygnes est depuis devenu un symbole de protestation en Russie. Et c'est pour cette raison que la chanson de Noise, maître de cérémonie, a été choisie pour la manifestation de Saint-Pétersbourg. Elle fait ouvertement référence au ballet et à ce qu'il signifie pour ceux qui ne sont pas satisfaits du leadership de Poutine. Il y a aussi la mention du mot « coopérative » dans le titre à prendre en compte. Le Télégraphe indique qu'il s'agit de la coopérative du lac, où Poutine et ses proches passent leurs vacances. Cela signifie que la chanson envoie légalement le message le plus clair possible au Kremlin. Aucune manipulation ni transformation de cette protestation en propagande n'est possible. Des centaines de Russes se sont réunis à Saint-Pétersbourg pour exiger le départ de Vladimir Poutine, un message impossible à ignorer. Vladimir Poutine devient paranoïaque, et la raison de cette protestation montre à quel point cela le domine. La répression des arts par Vladimir Poutine est l'une des principales tactiques du Kremlin pour contrôler les Russes. Peu avant la manifestation de Saint-Pétersbourg, la Russie a intensifié sa répression. Le 25 juillet, Deutsche Welle a rapporté que le Parlement russe avait approuvé une nouvelle législation permettant à la Russie d'infliger des amendes à tout citoyen accédant à du contenu en ligne que l'État russe considère comme extrémiste. Ce qui constitue réellement un contenu extrémiste reste vague, le Kremlin ayant publié une liste de documents comprenant plus de 5000 entrées. Cela suggère que le Kremlin a l'intention d'utiliser cette nouvelle loi pour réprimer tout ce qui montre ne serait-ce que le moindre signe d'opposition à Poutine. La nouvelle loi autorise la Russie à sanctionner toute promotion de VPN, visant ainsi un contrôle total du contenu en ligne. Des artistes comme Noaz, maître de cérémonie, ne toucheront jamais les Russes, sans accès au VPN. Regarder ces vidéos en ligne sans VPN expose à des amendes jusqu'à 64 $ par infraction. Cela peut paraître peu, mais dans un pays où le salaire moyen dépasse à peine 1050 $ mensuels. 64 $, c'est une somme importante à dépenser potentiellement. Regardez un clip musical ou consulter une brochure qui dit quelque chose que Poutine n'aime pas. Poutine veut faire taire toute dissidence. Le 14 octobre prouve qu'il ne le peut pas. Maintenant, le dirigeant russe devient de plus en plus paranoïaque à l'idée qu'un coup d'État est imminent. Cela se voit aux mesures prises par le Kremlin le jour de la manifestation de Saint-Pétersbourg. Le 14 octobre, le New York Times a indiqué que le service fédéral de sécurité russe lançait de nouvelles enquêtes pour terrorisme contre une vingtaine de Russes opposés à la guerre. Le service fédéral de sécurité a annoncé enquêter sur le comité russe anti-guerre, qu'il accuse de comploter contre le gouvernement. Ce comité, qui a été créé par un oligarque anti-Kremlin exilé nommé Mikhaïl Khodorkovsky, regroupe de nombreux politiciens, professeurs de droit
et autres professionnels, qui ont soit fui, soit été exilés de Russie. À la suite du lancement de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, ce dernier est tellement terrifié par ce groupe qu'il a... Le service fédéral de sécurité publie des déclarations affirmant que le comité russe anti-guerre tente de prendre le pouvoir par la force et de changer l'ordre constitutionnel en Russie. Comment ce groupe s'y prend-il ? En finançant l'effort de guerre ukrainien et en recrutant des personnes encore en Russie pour agir en son nom, affirme le service fédéral de sécurité. Le timing de cette affaire est intéressant. Quelques heures seulement après le lancement de cette enquête par le service fédéral de sécurité, une manifestation appelant explicitement au renversement de Poutine a eu lieu. À ce jour, aucun lien n'est établi entre la campagne du service fédéral de sécurité et la manifestation. Mais Poutine devra se demander, y a-t-il un lien ? Le comité russe anti-guerre a-t-il organisé cette manifestation ? Cela signifie-t-il que l'enquête du service fédéral de sécurité a échoué dès le départ ? Poutine ignorera sans doute toujours les réponses, mais l'ampleur de sa paranoïa apparaît dans les 23 cibles de la nouvelle enquête du service fédéral de sécurité. La plupart sont des professionnels qui, selon le New York Times, n'ont montré aucune volonté politique de défier Poutine. Ce sont simplement des personnes qui se sont exprimées au sujet de ses politiques dans sa guerre en Ukraine. Plusieurs sont même des personnes qui ont travaillé pour ou avec Poutine par le passé, y compris certains ayant siégé au Conseil des droits de l'homme de la Russie, et d'autres ayant déjà conseillé indépendamment le gouvernement Poutine. La présence de ce conseil et de ses membres illustre encore la paranoïa grandissante de Poutine. Bien qu'il serait inexact de qualifier Poutine d'homme autre chose qu'un autoritaire, il a au moins accueilli les opinions des autres par le passé. Il a toujours combattu la dissidence, mais il a aussi déclaré « Je ne peux pas imaginer mon pays isolé de l'Europe », et ce que nous avons souvent appelé le monde civilisé. Alors qu'il assurait la présidence intérimaire de la Russie après le départ de Boris Eltsine en 1999. Les répressions successives ordonnées par Poutine achèvent de dresser un portrait de paranoïa évoluant au fil du temps. Selon The Guardian en 2015, alors que Poutine coopérait autrefois avec l'OTAN, il est devenu bien plus intolérant envers l'Occident. Lors de son 3e mandat, Poutine semblait devenu un dirigeant voulant réprimer toute dissidence. 10 ans après cet article du Guardian, Poutine n'a fait qu'empirer. Désormais, il n'écoute plus personne qui essaie de le conseiller, à moins qu'il ne soit déjà d'accord avec ses opinions. Le Kremlin est rempli de béni-oui-oui, car ceux qui disent quoi que ce soit de contraire à Poutine finissent inévitablement arrêtés, expulsés ou disparaissent. Poutine se perd dans sa paranoïa. Les manifestations du 14 octobre renforceront ces inquiétudes pour plusieurs raisons. La première raison est simplement que ces manifestations ont eu lieu. Cela montre combien le Kremlin a échoué à empêcher l'information d'atteindre ceux qui, en Russie, veulent la trouver. La Russie tente d'éliminer les VPN, mais ils restent utilisés. Elle tente de censurer des artistes comme Noise, maître de cérémonie, mais le public les écoute toujours. La suppression de la dissidence révèle la paranoïa de Poutine, et son échec à atteindre son but ne fera que l'accentuer. Le sentiment anti-guerre croît en Russie. Après l'annonce du service fédéral de sécurité sur sa répression contre le comité russe anti-guerre, Podokhovsky a expliqué sur X pourquoi Poutine a lancé ses enquêtes. Notre véritable menace pour Poutine est d'être un point de légitimité alternatif, a écrit Podokhovsky. Si notre travail l'a ébranlé à ce point, alors il est clair que notre approche est la bonne. Dire qu'il est ébranlé semble être un euphémisme. Poutine est si obsédé par l'élimination de la dissidence que sa façade se fissure. Et beaucoup de gens en Russie commencent à voir la faiblesse du soi-disant homme fort de la politique russe. Khodorkovsky a noté que Poutine en est conscient et attaque le comité russe anti-guerre pour avoir agi comme il aurait dû dès le départ. Khodorkovsky explique que son comité crée des liens avec des institutions internationales et agit pour les citoyens russes. Le régime ne fait même plus semblant de le faire. Poutine constatera que l'opinion sur sa guerre évolue lentement en Russie. En surface, la majorité des Russes soutient la guerre en Ukraine. Le journal de la démocratie a rapporté en février 2025, c'est à ce moment-là, que les discussions sur un cessez-le-feu ont commencé à émerger. Reste à savoir si ce soutien est réel, ou s'il découle de la peur des méthodes que Poutine utilise contre les opposants. Le média mentionne une enquête de novembre 2024 montrant que 57% des Russes soutenaient un cessez-le-feu, contre 35% pour continuer la guerre. Cette enquête date d'1 an. L'occasion de déclarer un cessez-le-feu est passée. La majorité des Russes souhaitant la fin, même provisoire, de la guerre a sans doute augmenté en nombre et en frustration. Poutine a eu sa chance de mettre fin à cette guerre. Maintenant, il y a des gens qui manifestent dans les rues, pendant qu'il essaie désespérément d'empêcher quiconque de parler de ses nombreux échecs en tant que dirigeant russe.
En revenant à la manifestation de Saint-Pétersbourg, la question démographique ne peut être ignorée. La majorité des manifestants sont jeunes, souvent adolescents ou dans la vingtaine. C'est la prochaine génération de la Russie, et elle sait que Poutine ne se soucie pas du tout d'eux. De nombreux rapports affirment que Poutine utilise volontiers la jeunesse russe pour ses objectifs en Ukraine. Lorsque la Russie a enrôlé 160 000 nouveaux soldats en avril, ce qui représentait la plus grande conscription unique en Russie depuis 2011, tous les hommes appelés avaient entre 18 et 30 ans. Nombre de ces jeunes hommes n'ont pas encore débuté leur vie d'adulte. Vladimir Poutine les force à s'entraîner pour rejoindre une guerre qui a déjà fait plus de 112 millions de morts parmi leurs compatriotes, un nombre en hausse. En juillet, la British Broadcasting Corporation a révélé que Vladimir Poutine avait trahi sa promesse. Des conscrits de 18 ans combattaient en Ukraine. Il a menti. Au moins 245 soldats âgés de 18 ans ont été confirmés morts en Ukraine au cours des 2 dernières années, selon la British Broadcasting Corporation. Vladimir Poutine tente désormais d'endoctriner des enfants ukrainiens enlevés pour les intégrer à son armée. C'est ce qu'affirme The Guardian, qui indique que la Russie dispose d'un réseau de 200 camps construits pour laver le cerveau des enfants ukrainiens enlevés. Ces camps employant des méthodes d'entraînement militaire, et il est possible que certains de ceux qui ont été enlevés en Ukraine aient déjà été envoyés sur les lignes de front. Pour de nombreux jeunes en Russie, Poutine paraît avoir un agenda contre eux, et cela pourrait être justifié. En mai 2024, le Conseil de Chicago pour les affaires mondiales a publié les résultats d'une enquête réalisée avec le centre analytique Levada. L'enquête a interrogé les jeunes Russes sur leurs principales sources d'information, révélant un résultat que Poutine ne souhaitait pas entendre. La plupart des personnes interrogées, selon le Conseil, ont dit ne pas faire confiance aux chaînes de télévision, de radio et aux médias d'État russes pour obtenir de vraies informations. Ils se tournent donc vers les plateformes en ligne et réseaux sociaux pour s'informer. Le Conseil a constaté que 61% des Russes âgés de 18 à 34 ans se tournent le plus souvent vers les réseaux sociaux pour s'informer sur ce qui se passe. Par ailleurs, 37% utilisent Cornet Telegram et 36% recherchent ou mettent des informations sur des sites web. La télévision arrive en 4e position, avec 34% des jeunes adultes déclarant utiliser cette plateforme en particulier. Concernant la radio et les journaux, presque aucun 18-34 ans n'y prête attention, selon l'enquête. Poutine sait probablement que les jeunes Russes ne s'informent pas auprès de leurs dirigeants tout-puissants et de ses proches. C'est pourquoi il opprime. Ainsi, tout ce que Poutine a fait pour provoquer la manifestation de Saint-Pétersbourg, cibler les plateformes et personnes influençant les jeunes Russes. Poutine croit que la répression et la punition calmeront sa peur paranoïaque d'être renversé par les jeunes. Si cela ne fonctionne pas, il continuera simplement à envoyer ces jeunes sur le front. Ce qui ne fait qu'alimenter le feu du sentiment anti-guerre qui grandit dans une partie de la population russe sur laquelle Poutine ne peut pas exercer un contrôle total. La question est désormais, qu'est-ce qui touchera Poutine en premier ? Il pense que seuls les jeunes et extrémistes osent s'opposer à lui. Cependant, il pourrait aussi s'agir du syndrome hollandais qui mine la Russie. Découvrez cette maladie et sa signification pour Poutine dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les derniers développements en Russie. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.